Salut à tous. Alors, que pense-t-il de ChatGPT? Eh bien, c'est simple. ChatGPT, écoutez, il y a, comme dirait, alors il y a deux choses divergentes, hein. Vous avez, moi, je vais rejoindre plutôt Yann Lequin, qui est, vous savez, qui est français à la base, qui est parti en Amérique pour être dans les recherches sur l'intelligence artificielle, qui travaille à Facebook. Et je vais le rejoindre sur l'idée qu'il y a en réalité rien de nouveau. Alors déjà au niveau, alors je suis pas un spécialiste, hein, mais je dirais qu'au niveau déjà technologique, il n'y a pas eu d'avancée particulière. Et là, ça repose aujourd'hui simplement sur des technologies qui existent déjà. Ils ont simplement programmé différemment et poussé un peu l'algorithme, mais il n'y a rien de nouveau, on va dire, de l'aspect technologique. Euh, Après, en fait, ChatGPT correspond il correspond à Watson, pardon, l'ordinateur Watson, puisque on nous dit que ChatGPT n'est pas une intelligence artificielle. C'est on les appelle ça un programme de langage naturel. Donc c'est-à-dire qu'il anticipe de toute façon les questions que vous lui posez, au fur et à mesure que vous tapez d'ailleurs. Et en fait, il y a déjà une ancienne version de ChatGPT qu'on pourrait considérer comme telle qui s'appelle Watson. Watson, c'était le surnom donné à un programme d'intelligence qui avait gagné une émission de télévisée en Amérique. Watson, c'était la société IBM. Et c'était en. Donc là, je suis obligé de reprendre mes notes. C'était en 2011. Et voilà, quand j'ai vu ChatGPT débarquer, bah, je vous avoue que, bah, comme tout le monde, j'étais curieux, j'ai été voir dessus. Et alors, je vous donnerai des saisies d'écran. Il faut voir le niveau cérébral du truc. C'est-à-dire que, bon, on nous dit qu'il a des faiblesses au niveau calcul, mais alors là, vraiment des sacrées faiblesses, hein. Parce que là, je débattais d'un phénomène écologique avec un pote qui est écolo à fond, bref, voilà, c'est la nouvelle religion. D'ailleurs, la suivante, ça sera l'IA. Et je faisais quelques recherches, je me suis dit, tiens, je vais utiliser ChatGPT. Il faut voir le niveau de bêtises que raconte ChatGPT, qui n'arrive même pas à aligner de plus de 1. C'est vraiment exceptionnel. Donc, on est loin pour l'instant d'un truc effrayant. Et puis après, je veux dire, ne serait-ce que pour faire cette émission, il faut voir comment j'ai galéré, comme d'habitude. Mais le moindre bouton sur Windows, le moindre truc, mais vous cherchez pendant des heures, puis après il faut aller sur internet, puis vous trouvez le bouton, puis le bouton marche pas. Mais c'est un bordel, mais Windows, ne serait-ce que Windows, hein, puisqu'ils veulent, ils veulent se lancer à fond dans l'IA. De toute façon, on va dire depuis Windows 95, mais ça fait 30 ans que ça fonctionne pas. Ça fait 30 ans qu'il y a le moindre bouton, le moindre truc, ça déraille, ça met à jour, vous perdez vos données. Ça fait 30 ans que c'est la merde. Donc j'ai réécouté récemment une interview de Ray Kurzweil. Je veux bien qu'il y ait une exponentielle, qu'on aille vers la singularité. Donc la singularité, c'est vraiment le moment de décrochage complet où l'IA, en fait, l'évolution technologique évolue de manière exponentielle. C'est ça la singularité. Je veux bien qu'on tende vers ça, mais aujourd'hui, franchement, depuis 30 ans, oui, on a fait des progrès, mais j'ai jamais vu. Je vois plus souvent une voiture qui fonctionne correctement sans tomber en panne qu'un ordinateur. Mais vraiment, mais c'est impressionnant, quoi. Euh, Donc voilà, bon, je ne suis pas particulièrement inquiet à ce stade de ce truc. Donc pour revenir à Watson, donc c'était dans l'émission Jeopardy qu'il avait gagné donc face aux meilleurs concurrents, à ceux qui étaient les meilleurs. Alors c'était principalement américain. C'est un jeu de questions-réponses. Il y a également les réponses qui sont données et donc vous devez trouver la question. Donc c'est aussi une rhétorique quelquefois renversée. Donc c'était en 2011. Pour moi, ChatGPT correspond à une sorte de mise en public de ce système-là. Voilà, rien de nouveau particulièrement sous le soleil. Je vous laisserai regarder toutes les ratures que m'a fait cette chose sur une question toute simple. Hop, 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 j'ai dû faire un edit à ce podcast. Je vous le fais reprendre tout de suite après. En fait, la photo de saisie d'écran que je voulais poster sur les erreurs de ChatGPT,
Bah évidemment, là c'est mon erreur à moi, mais j'ai fini par la supprimer, donc je ne l'ai plus. Mais j'ai relancé une recherche du même type, et en fait, ChatGPT a refait encore. Alors il n'a pas fait vraiment d'erreur de calcul, mais il est confus dans sa réponse, encore une fois. Et l'idée était donc, pour vous mettre en contexte, un pote m'expliquait donc la formation de la glace, et je lui ai demandé comment se fait-il qu'on a retrouvé un avion de la Seconde Guerre en Arctique, sous, je sais plus d'ailleurs si c'est en Arctique ou au Groenland, sous 76 mètres de glace, ce qui correspondait à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, donc c'était pas réaliste. Donc ça ne collait pas avec les chiffres qu'on nous donne, avec la fonte glaciaire, etc. Et les carottes glaciaires ne représentent plus rien si on retrouve un avion aussi profond. Donc je m'appuyais là-dessus pour approfondir avec ChatGPT. Je vous remets quelques saisies d'écran pendant que je parle sur cette édite avec les réponses qu'elle m'a données. Vous verrez que c'est très confus. Elle confond 1 cm avec 1 an et puis 1 mètre avec 1 an. Elle ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle en est. C'est à peu près comme le GIEC. C'est le même niveau à peu près. Donc tout ça est très confus. Alors là, on ne peut pas considérer qu'elle ait vraiment fait des erreurs de calcul comme les premières interactions que j'ai eues avec elle. Mais elle s'en mêle les pinceaux quand même beaucoup. Voilà, vous pouvez reprendre le podcast. Alors je dois avouer que dans d'autres domaines, hein, parce que j'ai posé des questions en matière fiscale notamment, dans plein de domaines, il est les 3 quarts du temps, vraiment, il était incapable de me répondre. Et sa réponse favorite, c'est de consulter un spécialiste. Voilà, il a aussi une mémoire de poisson rouge, puisque quand on lui pose une question au fur et à mesure de l'avancée, vous lui redemandez quelque chose qui est en lien avec plus haut, il a oublié de quoi on parlait. Je lui ai demandé également de m'indiquer le prix de sa version payante, puisqu'il y a une version payante. Il me dit que ça n'existe pas. J'ai insisté plein de fois pour lui dire oui, tu as une version plus évoluée, tu as GPT-4, GPT, enfin, etc., GPT-53. Et je lui demande le prix. Alors là, je peux vous dire que c'est vraiment pas commercial. On peut pas dire qu'il force les gens à acheter, puisqu'il n'est même pas au courant qu'une autre version existe. Il a fini par me dire oui, il semble qu'il y ait quelque chose d'autre, mais je ne sais pas. Je ne connais pas, je ne peux pas vous donner d'informations. C'est incroyable. Donc il n'a même pas conscience. Alors on est loin de la conscience de lui-même, c'est qu'il n'a même pas conscience qu'il y a une autre version évoluée de lui-même. Donc d'ailleurs, la mise en œuvre commerciale et le business plan, en tout cas, ils n'étaient pas là pour gagner de l'argent, là. Et du coup, maintenant, depuis quelques jours, on a Geoffrey Hinton, donc qui était dans l'équipe Google. Je pense que Kurzweil a pris sa retraite depuis, j'ai pas vérifié. Faut savoir que quand même l'ancien spécialiste, c'était quand même Ray Kurzweil, hein. C'est vraiment vers lui qu'il faut se tourner un peu plus. Alors Geoffrey Hinton, tout d'un coup, se met à démissionner, tout comme il y avait eu un lanceur d'alerte, là, je sais plus, il y a quelques semaines, quelques mois, qui avait été plus ou moins remercié, viré, en tirant la sonnette d'alarme. Et là, Geoffrey Hinton démissionne de la direction de la recherche en expliquant qu'il est effrayé. Alors effrayé de quoi exactement? Il a l'air d'être surpris de ce qu'il réalise comme travail. Je vous rappelle quand même que sur Internet, j'ai écrit, j'ai publié mon premier livre début 2015, donc je l'ai écrit en 2014. En 2014, j'expliquais que l'IA allait vraiment complètement renverser la société, allait être extrêmement puissante, dépasser les humains, en m'appuyant donc notamment sur Ray Kurzweil qui écrivait ça de mémoire depuis les années 95-2000. Et là, on a ce type qui est censé être un ponte, tu vois, de la recherche de l'IA, qui, à notre époque, en 2023, dit ah mais je démissionne, ça me fait peur. Et allô, comme dirait Nabila, mais enfin, t'es où, tu fais quoi, enfin voilà, je sais pas. Est-ce que on revient aux gens endormis, hein. Est-ce qu'il y a une prise de conscience même chez ces gens-là, tout d'un coup, mince, cette chose va peut-être m'échapper. Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. Et je ressouligne, ça, je vais me vanter, mais je ressouligne que à l'époque, quand je parlais en 2015, j'avais fait une conférence, j'expliquais les choses autour de l'intelligence artificielle.
dont j'étais, je pense, le premier en francophonie parce que j'ai tout retourné, je ne trouvais pas. J'étais le premier à faire le lien entre l'IA et la bête de l'Apocalypse, mais c'est encore aujourd'hui que je ne trouve pas vraiment de gens qui en parlent. C'est impressionnant. Et en 2015, même la sphère complotiste parlait de la puce RFID, et je me tue encore à le dire, la puce RFID c'est un dinosaure. Donc évidemment, il s'agit bien d'une marque et donc d'un tatouage. On n'est plus à enfin, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on ne sera plus à une puce. Enfin, les puces, ça sera tellement miniaturisé que on les fait déjà. Quand j'ai publié le deuxième livre, j'en parlais. On les fait déjà, les puces électroniques sous forme de tatouage. C'est pas. Enfin, c'est un circuit imprimé, c'est facile à faire. Puis maintenant, on a des QR codes. Enfin bref, c'est débile de voir ça comme une puce. Bon, à cette époque, 2010-2015, les gens parlaient tous donc de la puce et c'était quoi? Et du Bilderberg d'ailleurs, vous remarquez. Ensuite, il y a eu cette émergence du forum de Davos qui a complètement éclipsé le Bilderberg, plus personne n'en parle. Et maintenant, donc depuis quelques semaines, soudainement, les gens tout d'un coup nous parlent de ChatGPT, de l'IA, et les médias se mettent à paniquer puisqu'ils réalisent qu'ils vont eux-mêmes être remplacés. Et voilà, il y a cette mode de l'IA. Je veux dire, c'est quand même. Enfin, les gens étaient où en 2015 quoi? C'est impressionnant, quoi. Donc, la suite, on la voit déjà. C'est qu'il va vous falloir attendre encore 15 ans pour qu'on commence à avoir peur du transhumanisme. Et puis 15 ans de plus pour qu'on commence à vous dire ah oui, mais au fait, la nanotechnologie, c'est peut-être dangereux. Donc c'est long, c'est très long. Les gens dorment, les complotistes dorment, tout le monde dort. C'est Alice au pays des merveilles. Ça va venir. euh, je pousse plus loin, donc je vais faire d'autres. Je vais lancer maintenant ce format un peu de podcast. Je pense avoir mis au point ce micro. Alors vraiment, la technique, c'est pas mon truc. Euh, Moi, je suis plus branché dans le côté futurologue, d'essayer d'anticiper les choses. Et j'ai poussé le domaine de la conscience, puisque on va en reparler, mais je crois que maintenant que j'ai, comment dire, une fois que vous identifiez tout ça, il faut laisser aux gens un espoir et il faut trouver une solution parce que c'est beau de se plaindre. Donc je pense maintenant qu'on va vers une nouvelle humanité. Il y aura une séparation entre deux humanités. Et on en reparlera sur les prochains podcasts. Donc voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.